Bienvenue dans cette nouvelle émission des idées à l'endroit. Alors traditionnellement, lorsque l'on fait des études littéraires à l'université, c'est devenu quasiment un lieu commun, on apprend qu'il y a eu au XXe siècle deux grandes révolutions romanesques, pas trois, pas une, il y en a eu deux. Il sera question de l'une d'entre elles aujourd'hui, de manière massive en quelque sorte. Peut-être la première de ces révolutions sera-t-elle également, s'invitera-t-elle également parmi nous. Cette première révolution, c'est celle de Marcel Proust et de la recherche du temps perdu. Et cette seconde révolution, c'est celle de Louis-Ferdinand Céline, singulièrement autour de son grand roman, de son premier grand roman, Voyage au bout de la nuit, paru en 1932. C'est donc de Louis-Ferdinand Céline que nous allons parler, l'écrivain, le romancier, mais aussi peut-être le médecin, peut-être, j'ai envie de dire aussi, au-delà de tout et surtout, le musicien. Nous allons voir ça avec l'ensemble de mes invités. Avec vous, donc, Aymeric Sian-Granger. Vous êtes le fondateur de la Société des lecteurs de Céline. Vous avez également dirigé plusieurs ouvrages collectifs consacrés à Céline. Parmi eux, je citerai simplement D'un lecteur l'autre, Louis-Ferdinand Céline à travers ses lecteurs, aux éditions Crisis. Et puis plus récemment, pour célébrer les 90 ans de la parution du Voyage au bout de la nuit, 90 ans de voyage, Céline et nous, c'est aux éditions de la Nouvelle Librairie, c'était en 2022. Vous êtes également éditeur, puisque vous dirigez aux éditions de la Nouvelle Librairie la collection Du côté de Céline, où vous avez publié un certain nombre d'ouvrages. Je me contenterai de signaler simplement celui de Marc Laudeloup, Céline, Ahu et Adia. Marc Laudeloup, infatigable célinien et animateur et rédacteur du bulletin célinien, que tous les admirateurs de Céline connaissent, bien sûr, et celui de Serge Canoni, Céline à fleur de peau. Avec nous également Stanislas Delatouche. Vous êtes, bonjour, vous êtes comédien, vous avez rendu hommage, vous avez fait revivre la langue, la prose et la musique de Céline dans un certain nombre de spectacles. Là aussi, je ne vais pas tous les citer, je rappellerai simplement... Il y en a eu plusieurs. Ma peau sur la table, en 2010, Le discours aux asticots, en 2014, et Les derniers entretiens, en 2017. Avec nous également Yannick Gomez. Bonjour. Bonjour. Yannick Gomez, vous êtes musicien. Alors, Stanislas Delatouche interprète Céline. Céline, c'est l'homme de la petite musique. Et nous avons un musicien sur ce plateau. Compositeur, pianiste précisément, professeur également. Et vous avez publié un essai sur Céline qui s'intitule « Céline, d'un musicien l'autre ». Exactement, d'un musicien l'autre, de Céline à Beethoven, dans la collection dirigée par Aymeric Sian-Granger. Et avec nous également, il en fallait un écrivain, un romancier, alors au sens le plus littéraire du mot, pour le coup, Thomas Desmond. Thomas Desmond, vous avez publié un roman préfacé par Patrice Jean, je le signale parce que c'est important. C'est aux éditions Nouvelle Marge. Ce roman s'intitule de manière très laconique « Fin » avec un point final, et il est dédié à un certain Louis Destouches. On en saura un peu plus, je pense, sur votre projet, sur votre roman et sur la manière dont un jeune écrivain aujourd'hui, bien loin de toute idée de plagiat, d'imitation, peut être inspiré par Céline, disons, en profondeur, véritablement. Alors, Aymeric Sian-Granger, j'ai évoqué le Voyage au bout de la nuit, bien entendu, comment ne pas débuter comme ça, si j'ose dire, hein, c'est la première phrase, hein, le fameux incipit, ça a débuté comme ça. 1932, que se passe-t-il dans le domaine littéraire, peut-être au-delà, donc le domaine esthétique, évidemment. Quel est le sens de cette réception fulgurante, profonde, de ce roman hors norme qu'est Voyage au bout de la nuit? Ce surgissement est-il miraculeux? Enfin, d'où vient-il? Comment un tel roman peut-il surgir dans la France des années 30 et contribuer à révolutionner ainsi, comme je le disais au début, l'art littéraire et singulièrement l'art romanesque? Je vous pose la question d'autant plus dire que vous qui êtes un grand célinien, vous connaissez tous Céline, je crois avoir lu quelque part que c'est toujours votre roman préféré, Voyage au bout de la nuit. Effectivement, Rémi, merci de m'avoir convié à cette émission. Bien, je vous en prie. J'ai découvert Voyage au bout de la nuit au début des années 90.
en classe de seconde ou de première. Voilà, c'est le professeur de français Jean-François Nivet qui nous a fait étudier des extraits de Voyage au bout de la nuit, d'où la scène de Troc en Afrique. Et depuis, je suis un adepte de la littérature célinienne, au point d'avoir créé une collection. Mais qu'est-ce qui vous a frappé? Avez-vous eu à la lecture, alors pour le coup cursive, non pas par extrait, mais intégrale bien sûr, de Voyage au bout de la nuit, qu'est-ce qui vous a frappé? Vous étiez, je suppose, un lecteur également d'autres écrivains, d'autres romanciers. Quel est le choc qu'un lecteur comme ça, qui est lycéen donc, c'est ça, vous étiez lycéen, quelle est la nature du choc ressenti à la lecture de ce très grand roman? C'est difficile à exprimer. J'ai été embarqué bien malgré moi. Comme je l'ai écrit dans Céline's Big Band, j'ai été chambouleversé. Ouais. C'est-à-dire que Céline m'a parlé directement au cœur. J'ai eu l'impression que cet ouvrage avait été écrit pour moi. C'est-à-dire que les extraits m'ont donné envie de lire Voyage au bout de la nuit, livre que j'ai lu en l'espace de 2 semaines, et m'a donné aussi envie de lire tous les autres livres de Céline. Mais c'est ce livre qui m'a le plus marqué. C'est pourtant le moins célinien de tous les livres de Céline. Absolument. Stylistiquement, c'est le moins célinien. C'est le moins célinien, mais c'est le plus universel. Et c'est celui qui, à mon sens, marie le mieux à la fois le style et le contenu. Voyage au bout de la nuit, c'est un livre au monde, c'est un livre universel. Ce que ne sont pas les autres ouvrages de Céline, à mon sens, naturellement. C'est un sentiment que vous partagez dans votre découverte de Céline. Est-ce que le Voyage au bout de la nuit joue un rôle d'initiateur en quelque sorte, ou bien êtes-vous chacun d'entre vous rentré dans l'œuvre de Céline par un autre biais tout simplement? Yannick Gomez. Oui, moi je ne suis pas rentré avec Voyage. J'ai pris connaissance de Céline par un écrit tout à fait spécial, Casse-Pipe en l'occurrence, donc... Oui. Qui d'ailleurs, on s'en aperçoit aujourd'hui, incomplet, mais stylistiquement, qui était évidemment dans une toute autre explosion de la phrase par rapport à Voyage. Donc j'ai commencé par Casse-Pipe et je dois dire que j'étais à la fois fasciné par la liberté de ton, le côté outrancier du propos, et en même temps embarqué simultanément par un rythme, mais dont je ne savais que faire du sens de la phrase. Donc il y avait une espèce de coup de foudre concomitant d'une forme de lassitude. Donc après, je savais que j'étais touché par cette prose, par cette écriture absolument inhabituelle, aux antipodes de l'académisme. Donc par rapport à ce que j'avais l'habitude de lire, effectivement, il y avait quelque chose de diamétralement... heurté et pour en même temps une grande satisfaction de ma part. Je me suis dit enfin on peut avoir une écriture qui puisse accueillir dans son flot des injures et tout un tas d'autres propos qu'on ne lisait nulle part ailleurs. Donc après j'ai enchaîné avec Voyage. Donc Voyage a été le numéro 2 dans les ouvrages de Céline que j'ai abordés. Et là effectivement Voyage après c'était beaucoup plus classique d'écriture. Donc effectivement le style était beaucoup plus compréhensible pour moi. Par ailleurs, comme j'expliquais à Aymeric, avec qui j'en ai plusieurs fois discuté, la première lecture de Voyage, les 50 premières pages, je me suis ennuyé. Étonnamment. Étonnamment, oui. Oui, parce que tout le monde est embarqué, l'épisode de la guerre, tout ça. Moi pas. C'est vraiment... Non. Blasphème. Pas du tout, au contraire. Thomas Desmond, vous aurez l'occasion de lui répondre. Et après, immédiatement après, d'ailleurs. Céline... il y a longtemps que son compte est fait, donc on peut en parler largement. Et au fur et à mesure du récit, après l'épisode de la guerre, une fois l'embarcation, une fois le voyage en Afrique, après les États-Unis, tout ça, là je me suis rendu compte, j'étais complètement embarqué, c'est qu'à le dire, oui, happé. Et après, j'ai plus jamais quitté Céline. Et puis comme Aymeric, j'ai chronologiquement enchaîné les lectures de tous les romans et même de la correspondance aussi plus tard. Oui, il y a un Céline épistolier, j'espère que l'on aura l'occasion d'en parler. C'est très important. Thomas Desmond, c'était la même question, cette découverte de Céline, quel ouvrage? Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que commencer par Casse-Pipe, pour des jeunes ou des moins jeunes qui commenceraient Céline, c'est vraiment le dernier livre, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pour moi le plus difficile des fragments, parce qu'on n'a pas le roman entier, mais c'est le plus dur à lire. Au niveau du style, je trouve que c'est là où il a été le plus loin dans Féerie un petit peu. Oui, c'est ce que j'allais dire. Un Féerie pour l'autre fois, c'est aussi très très célinien. Il faut connaître, comme disait Aymeric tout à l'heure, avant l'émission, c'est vraiment crypté. Il faut connaître la biographie, il faut connaître la correspondance. Donc moi, j'ai pas commencé avec Casse-Pipe, j'ai commencé avec Voyage. Et je crois que je raconte ça dans le bouquin d'Aymeric, 90 ans de voyage. C'était suite à... J'avais entendu parler de Céline chez Ardisson.
Lucchini était interrogé sur son spectacle. Donc je me disais, Céline, c'est quoi un mec qui s'appelle Céline? Donc il y avait des gens sur le plateau qui avaient l'air de trouver ça très sulfureux, donc je me suis dit, tiens, ça a l'air un petit peu intéressant. Et je l'ai lu sur une plage avec des amis, entre deux parties de raquettes. Donc pas du tout l'ambiance des tranchées, quoique on s'était fait des tranchées dans le sable aussi. Mais... Et des châteaux. Et des châteaux. On était un peu trop vieux. Et je me rappelle être... Oui, c'est ça. À la différence de ce qu'a dit Yannick, alors moi c'est le premier, donc c'est peut-être pas pareil, mais les 30-40 premières pages, pour moi c'est vraiment un livre magique. Ouais. Par rapport à d'autres... Je lisais à l'époque des classiques, j'ai essayé de me faire une culture un peu littéraire. Et je trouve que c'est vraiment un livre qui a une espèce de... on l'a aussi dans Mort à crédit, et souvent même dans le début des romans de Céline, il y a une espèce de formule magique au début qui vous transporte dans un endroit où vous n'avez jamais été. Vous n'avez jamais été dans aucun autre livre, en fait. Ben, j'évoquais l'incipit ou l'incipit de Voyage au bout de la nuit. Ça a débuté comme ça. C'est aussi... on peut gloser très longuement sur ça a débuté comme ça. Côté cinématographique... Alors qu'à l'origine, ça a commencé comme ça. Oui. Et Céline a corrigé sur le tapuscrit juste avant l'édition. On parlait de comédiens. Thomas Desmond évoquait les lectures de Lucchini. Stanislas de la Touche, votre amour pour Céline, votre intérêt, votre passion pour Céline, alors pour filer le même champ lexical, a débuté comment? Ça a débuté avec un interview qui est probablement celui avec Powell en 57-58, que j'ai vu quand j'avais autour de 20 ans et qui m'a ébloui pour la vie, je dirais. Parce qu'en quittant cette émission, je me suis dit, ce sentiment que j'ai eu, je me suis dit, il ne va pas s'édulcorer au fil du temps. Le charme que dégageait ce bonhomme. Et en fait, je suis tellement resté sous le charme de ce bonhomme à travers cette émission que je n'ai pas voulu le lire, en fait. Après, le temps a passé, et puis mes proches m'ont dit au fil du temps que je ressemblais de plus en plus à Céline. Donc j'ai été bien obligé d'assumer, n'est-ce pas? Et mais toujours est-il, j'ai toujours refusé de le lire parce que j'avais en fait je pense que je nourrissais déjà un rêve en moi-même parce qu'il y avait cette proximité d'affect avec lui. Mais pour autant, quand à force d'entendre dire que Céline, qu'on m'assimilait un peu beaucoup à ce personnage, de plus en plus, j'essayais de loin en loin à le lire. Donc de très loin en très loin, c'est-à-dire à un moment donné, la première page de Mort à crédit, ça m'a repoussé immédiatement cette profusion linguistique. Enfin, c'était pas possible. Je sentais qu'il y avait quelque chose de trop compact presque, ce à quoi s'affronter. Après, il y a eu Château-L'Autre. Un peu plus tard, j'ai essayé d'un Château-L'Autre parce que j'étais un peu fan des bouquins de guerre, si on peut dire, sur cette période-là. Et là, je me suis un peu plus accroché. Mais toujours est-il que j'ai abandonné très vite. Et au final, j'ai commencé à lire Céline 30 ans après. Et le premier livre... cette année-là, j'avais un contrat qui allait me prendre pendant 2 ans, parce qu'avec les tournées, une pièce de Feydeau, La puce à l'oreille, où je jouais les utilités, un tout petit rôle qui faisait qu'avec mes 15 camarades pouvaient faire répéter. Moi, j'avais tout le temps que j'avais pour lire. Et j'ai pris un bouquin de Céline, c'était le premier, c'était d'un Château-L'Autre, celui que j'avais a priori mieux perçu, comme ça. Et je me suis mis à le lire. Et au moment où j'ai commencé à le lire, j'ai compris que je commençais un travail, en fait. Donc je n'ai pu lire, au résumé, Céline, que parce que il y avait un travail qu'il fallait que je commence avec lui. Et voilà, et 2 ans après, avec l'aide de mon camarade Jérôme Bénèche, sans qui je n'aurais peut-être pas osé m'affronter à ce personnage, qui a mis en scène tous mes spectacles sur Céline. Tout à fait. Et je me suis lancé après là-dedans. Donc le premier que j'ai travaillé tout seul là dans mon coin dans une salle de répétition, c'était Casse-Pipe. Et ça, j'ai trouvé ça merveilleux, Casse-Pipe, cette poétique qui a
malgré le côté rugueux des dialogues, en fait, j'ai tout de suite compris que, voilà, c'était l'approche par les dialogues, parce que les autres bouquins de Céline n'étaient pas si dialogués que ça, m'apparaissaient pas. Alors que tout de suite, dans Casse-Pipe, ça démarre au taquet, là, avec les interruptions, là, entre les gradés, les sous-offs, etc. Et là, je trouve ça très puissant, ça, et très vrai. Alors que tout le monde, dans la littérature française, s'est déjà attelé le dialogue, c'est pas surprenant. Depuis Maupassant, Balzac, etc., tout est dialogué. Et là, Céline, je trouvais que ces dialogues au sein de la garnison, là, ça va rentrer direct. Plus la poésie de l'ensemble, du monde du cheval, de la garnison, je trouve qu'il y a une poésie. Je trouve toujours que Casse-Pipe, j'attendais moi une suite. Hein, c'est vrai, je pense qu'on a tous attendu une suite à Casse-Pipe. Parce que je me disais que jamais il n'était aussi loin, comme dit Yannick, au niveau du style, là, j'ai tout de suite senti ça. Alors, on va en parler de ce style, parce que c'est évidemment ce qui est au cœur de l'écriture de Céline. Ce qui est le plus inédit, c'est son apport précisément musical, à travers l'usage qu'il fait de la langue, des mots. Comment peut-on... Bon, il aimait beaucoup, il y revient très souvent, le terme émotion. Il va très largement opposer l'idée d'émotion à l'idée d'idée, c'est le cas de le dire, à l'idée conceptuelle ou que sais-je. Comment peut-on entendre dans tous les sens du mot ce que Céline entend par émotion et en quoi il l'a traduit stylistiquement? On a beaucoup évoqué des réminiscences de ce que l'on appelait le roman populiste. On a essayé de chercher des ancêtres à Céline. Il y a une nervosité, on verra ensuite quel est l'enjeu, sur quoi véritablement Céline donne prise, et sa littérature. Mais comment peut-on définir cette fameuse musique? C'est quoi l'émotion quand Céline la met en avant? Comment se traduit-elle dans le style? Est-ce qu'on peut la qualifier? Je ne sais pas qui veut... Émeric, peut-être? J'ai le sentiment que Céline a voulu réduire la distance entre son texte et le lecteur. C'est-à-dire que le texte va directement en air. Il n'y a pas de... Voilà. Moi, quand je lis Céline, Céline m'habite. C'est-à-dire que il n'y a pas de temps mort entre ce que je lis et ce que je ressens. Même si je ne comprends pas toujours ce qu'il veut dire, ça va directement en air. C'est très intéressant cette formulation autour du nerf de la nerf. On parle de médecin, d'un écrivain médecin. Absolument. On parle d'un homme qui connaît, et là on va sans doute être amené à en reparler, mais cette référence que vous faites organique et au nerf singulièrement, c'est tout à fait décisif, me semble-t-il. Mais Céline l'employait souvent. Oui. Son objectif, c'était d'aller directement au nerf. Sans... Voilà, le métro émotif. Il parlait de métro émotif. Les rails magiques du métro émotif. Voilà. Oui. Et c'est ce qu'il a commencé à réaliser avec Mort à crédit. Alors ça existait déjà dans Voyage au bout de la nuit, mais Mort à crédit, à partir du moment où il... Donc le deuxième roman. Deuxième roman publié en 1936. À partir du moment où il a de la fièvre, là, les rails apparaissent, les 3 points, les points de suspension apparaissent, alors qu'ils n'apparaissaient pas dans Voyage au bout de la nuit. Et c'est assez paradoxal de voir que c'est Voyage au bout de la nuit qui reste, alors que c'est le moins célinien de tous ses ouvrages. Mais bien sûr. Godard l'a dit, il a dit, voilà, ce qui restera de Céline, c'est Voyage au bout de la nuit. Les autres... C'est le plus accessible pour des auteurs novices, en fait. Absolument, puis c'est le plus universel. Les autres sont lus par un petit cénacle. Enfin, c'est le moins célinien, c'est indubitable. C'est le moins célinien, et c'est aussi celui que Céline mettait de côté, voulait mettre de côté. C'était une sorte de boulet pour lui. Je rappelle que Le Voyage au bout de la nuit a obtenu le prix Renaudot. C'était aussi une réception donc médiatique qui était considérable. Et d'ailleurs, quand on parle de Céline, avec des gens qui ne sont pas des spécialistes, ils vont évoquer Voyage au bout de la nuit, systématiquement, et les pamphlets, et les écrits pamphlétaires. Voilà. Ce sont les deux choses qui ressortent systématiquement. Mort à crédit également, mais de façon moins systématique que Voyage au bout de la nuit. Oui, ce qui en dit long sur la réception d'une œuvre littéraire, en effet, est presque une réception, bien que Céline soit présent et soit reconnu, enfin, et célébré, c'est une réduction considérable que de retenir simplement ces deux aspects, l'aspect pamphlétaire, même s'il est écrivain, bien sûr, dans les pamphlets aussi, ô combien, et puis le Voyage au bout de la nuit, même si on comprend parfaitement que la novation, en quelque sorte, dans le regard qu'il
qu'il va porter sur l'humanité, pour le coup, là, il ne l'abandonnera pas. Elle est déjà, cette vision-là de l'humanité sont déjà dans le voyage. Tout est un voyage. Absolument, tout est... Ce qui trompe pas, je trouve, sur le voyage, c'est qu'on nous bassine tout le temps avec une adaptation du voyage, mais jamais des autres romans. Exact. Personne ne parle jamais d'adapter l'école des cadavres ou Casse-Pipe. Ça paraît encore plus infaisable. L'école des cadavres. Oui, Morin Crédit, disons, par exemple. Ça poserait des soucis, je pense. Par exemple. Christophe Malavoie voulait adapter au cinéma la trilogie allemande. Il l'a fait en bande dessinée. Vous êtes d'accord, Yannick Gomez, vous, le musicien, avec comment entendez-vous, là c'est encore une fois le cas de le dire, cette musique et ces nervures dans le style et dans l'émotion de Céline? Il y a plusieurs éléments. Oui. Le premier, à mon sens, biographique, avant d'être stylistique, c'est l'imprégnation musicale qui a été la sienne pendant son enfance au passage Choiseul. L'influence de sa grand-mère, qui était fondamentale. D'ailleurs, Céline Guilloux, il a pris comme pseudonyme le prénom de cette dernière. Donc, parce qu'elle le sortait, elle l'amenait au théâtre, elle l'amenait au cinéma, et donc elle a un peu accouché aux formes artistiques de la vie, qui le sortait sûrement des contingences un peu matérielles de ses parents. Donc ça, c'est un élément fondamental. C'était une émancipation pour lui. Et puis, le fait aussi qu'il ait suivi des cours de piano dans l'enfance, dans l'adolescence. Piano d'ailleurs qui ne le quittera jamais de toute sa vie, puisque certes il le commence enfant, mais il en reparle. C'est un personnage récurrent, le piano en tant que tel, un personnage si on peut dire. Oui. C'est un élément récurrent. Il y a aussi dans le même registre les danseuses évidemment et les ballets. J'allais venir. Alors, voilà. c'est dans le déroulé. C'est la suite. Non, mais c'est exact. Vous avez bien raison. C'est dans la suite logique des choses, c'est-à-dire piano. Donc piano qui dit piano, musique. Les mentions du piano sont présentes dans à peu près tous les écrits, et si c'est pas le piano, il est un peu transposé en accordéon, mais enfin on est toujours dans une variation sur le thème de la musique, et donc la musique était comme ça un élément récurrent qui, pour ce qui le concerne maintenant sur le plan de la prose en tant que telle, sur son style, lui a amené à faire une recherche esthétique où il avait envie d'être au plus près de ce que vous avez appelé le nerf, c'est-à-dire et on parlait d'émotion encore avant, comme l'analyse Michael Donnelly, qui a eu la gentillesse de préfacer mon ouvrage. Michael Donnelly parle dans son livre Céline musicien du concept d'émotion, mais avec l'appréciation du terme anglais, c'est-à-dire et plus loin motion, le mouvement. Et voilà quelque chose de très séduisant, c'est-à-dire qu'on a une phrase en perpétuel mouvement, de par son rythme, de par sa respiration et de son côté très heurté. Parce que du coup, le fait que la phrase soit effectivement heurtée, c'est ce qui peut en détourner beaucoup de lecteurs qui ont l'habitude d'une prose, classique, plutôt académique, bien filée, n'en demeurant pas moins tout à fait séduisante, c'est pas la question. Mais une prose qui vient happer son lecteur et qui vient le toucher dans son air. Et c'est pour ça qu'il parle dans une lettre à Milton Indus, donc, avec qui il a eu une amitié qui a d'ailleurs mal fini, mais enfin c'est un autre aspect. Voilà. Il dit, le 12 juin 1947, « Tout ce qui ne chante pas pour moi, c'est de la merde. L'opéra est le naturel, la comédie, l'artificiel. » Et dans une autre lettre également, « Je suis poète et musicien raté, c'est le message direct au système nerveux qui m'intéresse. » Donc système nerveux, on est en plein. Donc là, il résume, bon, c'est une des occurrences parmi une foule d'autres où il parle du système nerveux, il parle en médecin, bien sûr, il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier, comme Émeric a eu l'intelligence de le rappeler, c'est-à-dire on n'a pas quand même beaucoup d'écrivains dans cette époque-là qui puissent toucher à autant de domaines que Céline. C'est pour ça d'ailleurs qu'il rassemble autant de profils si divers. C'est parce qu'on a un musicien raté, mais quand même assez réussi au niveau de ses romans. Évidemment, au strict plan instrumental, peut-être qu'effectivement sa formation était, assez basique. Bon, il y a des lettres d'enfance où il dit qu'en Allemagne, avec son prof, il essaie de jouer quelques sonates de Beethoven. Peut-être on parlera de Beethoven, enfin. Mais ce qu'il n'a pas réussi à faire sur le plan strictement instrumental, il l'a accouché sur toute son œuvre. Et ce, de ses premiers écrits jusqu'à Rigaudon. Vous avez trouvé la fin de Rigaudon qui est absolument exceptionnelle de lyrisme. Donc il ne faut jamais oublier le chant, le lyrisme. C'est par là qu'il est musicien et c'est par là qu'il va diffuser ses émotions.
Thomas Desmond, vous êtes d'accord avec ça, vous, comme écrivain, comme romancier? C'est cette musique-là qui vous a séduit également, ou que vous avez retenu, ou bien c'est d'autres éléments sur lesquels nous reviendrons d'ailleurs, probablement. Alors déjà, je voulais dire un truc que t'as pas dit, qui me parle beaucoup, c'est le côté chanteur des rues. Parce que quand tu parles du passage Choiseul, ça m'a toujours étonné, cette mémoire qu'il a des chansons des rues de l'époque, les grisettes, les arpètes qui passent dans le passage. Et ça, on retrouve beaucoup aussi dans les romans des passages de chansons. C'est aussi le pari populaire. C'est le pari populaire des artisans, des commerçants. Oui. Et il écrit 2 chansons. On trouve d'ailleurs un qui sont dans la même veine que celle que tu cites. Règlement et à nœud coulant. C'est ça. Tout à fait. Mais l'aspect populaire, même si c'est pas classique, ça reste dans la musique, c'est-à-dire c'est un flux général. Il y a eu je pense que tu fais référence peut-être à ce que j'ai oublié de citer. Dans les références, j'ai parlé de Michael Donnelly, mais Michael Ferrier qui a écrit un monumental Céline et la chanson aux éditions du Léroux qu'il faut absolument que tous Céliniens aient lu s'ils ne l'ont pas déjà lu. Enfin, c'est une somme. Oui, on salue Marc Laudelou, on peut saluer aussi le travail formidable des éditions du Léraud dans le registre célinien. Absolument, c'est tout à fait remarquable. Thomas Desmond, vous vouliez rajouter sur le style, oui. Je rejoins complètement ce que dit Emeric sur le nerf et le métro, en fait, qui permet de gagner du temps. Moi, je trouve que ce qui est primordial, c'est le cinéma que Céline voit dans son enfance. Et en fait, il arrive comme un romancier assez tard, il a 38 ans, et il se dit, le cinéma a bouleversé la littérature comme la photographie a bouleversé la peinture, comme les impressionnistes ont remplacé la peinture d'atelier. Si on veut faire une littérature qui se renouvelle, on va pas continuer à être dans l'académisme qui décrit, il ouvrit la porte et il s'assit sur ce fauteuil. La marquise, et il dit à 5 heures, dira Paul Valéry, tout centre dans une configuration la littérature du roman, oui, bien sûr. Il dit, avec les journaux, avec la radio, on est au courant de tout, il n'y a plus besoin du médecin de campagne de Balzac. Maintenant, la seule chose qui nous reste en tant qu'écrivain, c'est l'intérieur, c'est les émotions, c'est tout ce qui se passe dans notre tête. Quand moi je lis Céline, j'ai l'impression d'être témoin de la scène à sa place, et de vivre la scène, pas du tout comme quand je lis, même si j'adore Dostoïevski ou Balzac ou n'importe quel autre écrivain plutôt classique, il ne se passe pas du tout la même chose. Donc cette musique, moi, j'ai du mal à en parler. Je sais pas si moi, je ressens pas le côté musique quand je lis Céline. Comme dit Emeric, j'ai plutôt l'impression qu'il me parle à l'oreille et qu'il me parle à l'intérieur. Après, il y a quand même une poésie et une façon de... Puis, il y a plusieurs langues dans la musique elle-même. On peut l'entendre de différentes manières. Emeric, si on range... La musique, tu n'as pas réussi à l'expliquer, mais tu as réussi à la retranscrire dans ton livre. Parce que quand j'ai lu Fin, ça m'a parlé à l'oreille comme quand j'ai lu Voyage au bout de la nuit. Oui, c'est ce que j'ai essayé de faire, donc c'est réussi alors. Et c'est réussi aussi d'un point de vue thématique, mais on va y revenir. Stanislas Delatouche, vous nous avez fait l'amitié, puisqu'on parlait de musique, d'émotion, de nerfs, vous nous avez fait l'amitié et l'honneur de sélectionner un extrait de Louis-Ferdinand Céline. Vous allez nous dire lequel, vous allez le présenter. Et puis surtout, maintenant que nous venons de parler de ce sujet-là, qui est évidemment crucial, essentiel, nous allons l'entendre à travers vous. Donc si vous voulez bien, Stanislas Delatouche. Extrait de Guignol's Band. On est parti dans la vie sur les conseils des parents. Ils n'ont pas tenu devant l'existence. On est tombé dans les salades qui étaient plus affreuses l'une que l'autre. On est sorti comme on a pu de ces conflagrations funestes, hein. Plutôt de traviole, tout crabe baveux, à reculons, pas en moins. On s'est bien marré quelquefois, faut être juste, même avec la merde, mais toujours en proie d'inquiétude que les vacheries recommenceraient. Et toujours elles ont recommencé. Rappelons-nous, on parle souvent des illusions qu'elle perd de la jeunesse. On l'a perdue sans illusion, la jeunesse, encore des histoires. Comme je dis, ça s'est fait d'emblée. On était petits, cons de naissance, tout paumés de souche. On serait né fils d'un riche planteur à Cuba, Havane, par exemple. Tout se serait passé bien gentiment. Mais on est venu chez des gougnafs, dans un coin pourri, sur toutes parts. Alors faut pas tirer pour la caste. C'est l'injustice qui vous broye. La maladie, la mythe baveuse qui fait vantarder les pauvres gens après leur bévue, leur cagnerie, leur tare pustulante d'inferno que d'écouter c'est à vomir tellement qu'ils sont bas et tenaces. Mois après mois, c'est sa nature. Le paumé gratis, il expie sur le chevalet, prodéo, sa naissance infâme, ligoté bien étroitement avec son livre à matricule, son bulletin de vote, sa face d'enflure.
Tantôt c'est la guerre, c'est la paix, c'est la reguerre, le triomphe, c'est le grand désastre. Ça change rien au fond des choses. Il est marron dans tous les retours. C'est lui le paillasse de l'univers. Il donnerait sa place à personne. Il fatigue que pour les bourreaux. Toujours à la disposition de tous les fumets de la planète. Tout le monde lui passe dessus sur la guenille, se fait la poigne sur sa détresse. Il est gâté. J'ai vu foncer sur nos malheurs toutes les tornades d'une rose des vents, affluer sur nos catastrophes la curée de nos résidus, les Chinois, les Moldors, les Smyrnes, les Bautriaques, les Marsupians, les Suisses glacieux, les Mascagas, les gros berbères, les Vanutèdes, les Noirs de Monde, les Juifs de Lourdes. Heureux tout ça, bien régalés, reluis comme des folles, à nous faire des misères abjectes et rien du tout pour nous défendre. François Mignon, ludion d'alcool, farci gâteux, blé en discours, a basculé dans les droits de l'homme, au torrent d'oubli, la peau et l'âme tournées bourriques de dégoûtation d'obéir, de se faire secouer son patrimoine, son épargne mignonne, sa chérie, sa fleur des transes, que ça lui sert à rien jamais de s'évertuer froncé sérieux, que c'est plus franc à se mettre charogne et tout fainéant pisser sous lui, que c'est toujours du qu'il faut même, qu'il est marron dans tous les blots. De plus qu'en abjection du monde, on se fatigue même de le dépecer, de le détruire encore davantage, qu'il est réprouvé de tous les bouts, le puant à l'univers. Salut! Encore un peu d'injustice, il s'abomine, dégueule son sort. C'est les protestations atroces. Faut comprendre un peu les déboires. Tout le monde s'est venu faire la poigne sur lui en position soumise. Tout l'univers s'est régalé sur con le François quoi pute. Jusqu'au moment où tout lui flanche, lui débouline par le fondement. Alors c'est l'infection suprême. Les plus acharnés s'éloignent. Il reste béant là, sur l'étal, décomposé, vert à lambeaux, plus regardable. Il s'en dégage une odeur telle que les plus dégueulasses se tâtent, se tergiversent pour le finir. Il y a des choses que vous voyez pas, et qui sont essentielles pourtant. Ouh là là, minute. Au fond du purin, même caché, des trous du corps, du filtre d'entrailles. Se douterait-on que c'est seulement les initiés en fermant les yeux qui se chuchotent, qu'elle n'est pas terminée la messe, que tout n'est pas dit, loin de là, que pour les tarots il en reste, qu'on va pas nous laisser tel quel pourrir en peinard sur le tas, qu'il nous demeure encore tout plein de pus et bien des gangrènes pavoisantes, des somptueux brocarts rougeoyants à revêtir, d'écorchements très menus, avant qu'on soit vif pour la danse, menuets affranchis, allégés, diaphanes, ne pesant plus rien dans les ondes, évaporés, tourbillons d'ailes, fort ravissants au-dessus de là, d'entre printemps, d'entre les vogues, tout espiègle et furtifs et joie, gracieux au monde en son secret, tout à la magie renouvelle, à rafale de fleurs et de mousse, plus léger encore virevolé parmi vents de roses, tout souci lassés en musique, diffus emportés au jeu d'air, Zéphyr. Merci beaucoup, Stanislas Delatouche. J'allais dire, les silences aussi sont de Céline. Bon, nous avons vu Céline, nous l'avons entendu, mais nous l'avons vu aussi grâce à vous. Alors, c'était évidemment très beau, très émouvant, et c'était également, nous nous sommes regardés pendant que vous voulez, c'est à mourir de rire. Il y a chez Céline une force comique, la fameuse vis comica, à laquelle, en règle générale, il est relativement peu fait allusion. On a de Céline une vision, et c'est tout à fait normal, une vision sombre, une vision assez tragique, qui est celle-là même de son existence. On va également le souligner. Mais tout de même, vous écoutant Stanislas Delatouche, cet extrait-là, mais aussi il y en a bien d'autres, quelle force comique de Céline, quelle puissance, quelle déflagration du rire célinien. Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous êtes sensible? Comment considérer que Céline puisse à la fois être l'homme d'un regard aussi ténébreux sur l'existence, sur l'humanité, et l'homme de tels éclats de rire?
Est-ce qu'il y a là matière à être surpris, ou bien, comment l'interprétez-vous? Peut-être Yannick Gomez, cette alternance, vous y êtes sensible ou... Oui. Là encore, on peut rattacher ça à la musique, mais je ne veux pas être obsessionnel sur ce thème. Mais enfin, on peut l'être avec Céline, on peut se permettre d'en rajouter sur la musique. Je pense qu'il nous y autorise. Là, comme ça, me vient au hasard tout à fait, un passage de Bagatelle pour un massacre où il cite... il décrit une vieille pianiste qui joue une sonate de Haydn, sans d'ailleurs préciser laquelle, parce que Haydn en a écrit beaucoup. Et je prends cet exemple à dessein, c'est-à-dire que chez Haydn, on a un aspect à la fois très sérieux, et puis par moments, dans un climat d'ailleurs lui aussi tout à fait heurté, des passages un peu drôlatiques, un peu comique, si on peut parler de comique en musique, c'est toujours un petit peu délicat, surtout sur de la musique instrumentale en l'occurrence, mais qui prend des libertés langagières. Je pense que l'exemple que Stanislas a choisi est tout à fait évocateur de ça, c'est-à-dire cette liberté de ton langagière, par moments, disons-le, outrancière aussi, donne une certaine jouissance, par contraste des autres contemporains et des autres écrivains qui ne se permettent pas ces libertés-là, et fait caisse de résonance à quelques propos que peut-être chacun a dans sa tête, mais pas formulés de cette manière. Donc il vient peut-être caresser un peu en nous le démon caché, et le démon rit. Donc c'est ce rire-là. Mais le démon rit, c'est un ricanement, ça va au-delà du ricanement et du rictus. On a parfois le sentiment, comme lecteur, qu'il y a une très grande puissance de joie qui est libérée chez le lecteur, j'entends. Oui. Céline est un homme, bien sûr, son itinéraire est très largement connu, donc c'est un homme de douleur aussi à certains égards. Mais enfin, le lecteur que nous sommes aujourd'hui peut retirer de cette veine comique de Céline beaucoup de joie, y compris dans ce regard très lugubre, très ténébreux sur les ridicules de la condition humaine. Non, mais il est comique en ce sens qu'il injecte de la lumière dans les ténèbres. Oui. Il disait à une lettre à Evelyne Paulet, il n'y a de lumière que dans les endroits défendus. Donc il va toucher des zones où la littérature n'a pas l'habitude d'aller. Et le fait qu'il puisse avoir ce type de langage sur des sujets qui parfois sont très sérieux enlève du dramatique et troque le sérieux par le côté comique. Et on a ça dans les considérations qu'il peut avoir dans les entretiens avec le professeur Y, qui est l'illustration, sinon aucune autre, du pouvoir comique absolument irrésistible de Céline. Mais on le trouve bien avant les entretiens du professeur Y, en vérité... dans Guignol's Band, et particulièrement sur la fin, où ça part complètement en délire, dans Guignol's Band 2, qui s'est initialement appelé le Pont de Londres, enfin bref. Il y a quelque chose de carnavalesque, un peu. Complètement. Oui. Voilà. On le rapproche d'ailleurs des Flamands, évidemment, les peintres flamands, Ensor et compagnie. Il a ce sens du... On perçoit qu'il a un sens du carnaval, on imagine là-dedans. La fête des fous. La fête des fous. La grande inversion. Et tenir ces deux aspects-là de la condition humaine. À la fois, la fameuse définition, l'amour c'est l'infini mis à la portée des caniches. Et j'ai ma dignité, moi. Et voilà. C'est ça. Voilà. Et donc ce caractère infinitésimal du caniche, de l'animal humain, et puis la prétention à l'infini. Il en joue de cela. Il le perçoit d'une manière très aiguë, Aymeric Sian-Granger. J'ai dit une fois que Céline rendait libre, mais c'est son rire qui nous rend libre, parce qu'il est polymorphe. Parce qu'il est sarcastique, parce qu'il est drôle, parce qu'il est pamphlétaire, parce que c'est une arme, parce qu'il est burlesque, parce qu'il arrive à rendre des scènes dramatiques drôles. C'est-à-dire que Céline avait du recul sur lui, sur sa condition, même quand il souffrait et quand il l'écrivait, il y avait une pointe de drôlerie. Oui. Et c'est ce rire qui rend le lecteur, en tout cas le lecteur sensible, qui le rend libre. Moi, Céline m'a libéré. Et c'est son rire, je viens de le comprendre maintenant, grâce à vous, c'est son rire, c'est ce rire polymorphe qui m'a rendu libre, qui m'a libéré de tout un tas de contingences. Bien sûr. Oui, le rire est une grande puissance de liberté. Tu as débusqué du rire. Parce que le rire, c'est une jouissance. Regarde, on dit mourir de rire. Oui, bien sûr. On dit la petite mort. Donc il y a trois grandes jouissances, la mort, la jouissance sexuelle et le rire. Céline, on dit toujours, il passe
Absolument. des années à faire des romans, il en fait 3-4 versions, 80 000 pages, on a tous entendu ça. Ouais. Et il passe pas tout ce temps-là juste à écrire de la grande poésie. Il passe aussi ce temps-là, comme s'il triait ses dominos, à chercher le mot qui va nous faire exploser de rire. Je racontais tout à l'heure, je lisais Guignols dans le train tout à l'heure, à un moment il y a Soustène à Piccadilly qui fait son sketch avec... il a un démon coincé à l'intérieur du ventre, qui s'appelle Goa, et pour le libérer, faire le bazar à Piccadilly Circus, il court, et il y a des policiers qui lui courent après, et à un moment il se met derrière les véhicules, et il dit coucou. Et ce mot, dans le train, m'a fait exploser de rire. Donc Céline, il veut nous faire jouir. C'est-à-dire que quand on lit un bouquin, c'est rare qu'on éjacule quand on lit un livre, c'est rare qu'on meure. Par contre, quand on explose de rire et qu'on se met à pleurer de rire en lisant un livre, pour moi, ça s'apparente à une jouissance. Bien sûr. Et pour moi, le travail de Céline, c'est cette jouissance qui peut être libératrice. Kenny Gomez. Oui. En écho, je ne veux pas m'attarder sur le sujet, mais... C'est très important. Si, on peut s'attarder là aussi, comme sur la musique. Hein. Oui. Alors. La musique, mais tout est... C'est là où Céline est géniale. C'est-à-dire qu'il y a une grande cohérence. Même si des sujets qui ont l'air absolument très différents, ils se rassemblent, ils s'épousent l'un l'autre, ils se tuilent l'un l'autre, parce que... Tu viens de parler de jouissance et d'éjaculation à un moment donné, excusez-moi l'expression, mais c'est quand même pas... Non, oui, bien sûr, plus ou moins. C'est Céline qui se qualifie lui-même « Je suis le père sperme ». Alors là, on a le côté... Exactement. Ça, c'est un monument, là. Avec Paraz, là. La correspondance avec Paraz. La correspondance avec Paraz, c'est un monument. Alors là, si on a mon embrayé sur la correspondance, c'est vraiment un édifice en soi. Non, mais disons que c'est un édifice en soi, mais profitons de cette direction que prend qui est prise par vos propos pour explorer peut-être, ou dire quelques mots du Céline épistolier. Hein, vous en parlez, Yannick Gomez. Non, je ne suis pas du tout. Bien sûr, il y a eu tout un tas d'analyses qui ont été faites. Je sais pas. Non, c'est que c'est Solers qui reprenait ça aussi, la question du père sperme, c'est-à-dire le côté créateur. Qui méprise l'acte sexuel en disant 3 cc dans une moule, ça m'intéresse peu. Quoi. Oui, voilà, parce qu'il a toujours été très critique à l'endroit de la chose sexuelle. Donc il y a comme ça un paradoxe, mais c'est ce qui le définit. Céline, c'est un paradoxe vivant. D'ailleurs, là aussi, c'est comment dire, les extrêmes en elles-mêmes, hein, c'est-à-dire le poète, le pamphlétaire, le musicien raté et l'écrivain réussi, le côté raté réussi, le côté ascète, le côté pornographe que certains ont pu dire. En fait, finalement le sexe n'est pas si présent que ça, mais le côté créateur et le côté séminal qui va donner, qui va remplacer l'aspect éjaculatoire par l'aspect comique. C'est-à-dire, voilà, il y a une inversion, ou en tout cas, il y a un remplacement métaphorique de l'éjaculation par le rire, qui est elle aussi une émanation corporelle. Mais bien sûr. Voilà. Et il y a un grand lien, oui, mais ça fait du bien, voilà, c'est la jouissance. Et en même temps, le sérieux est jamais complètement exempt de ça. Vous avez là, j'ai pris au hasard, pareil, dans la correspondance avec Indus, mais elles sont toutes géniales. Hein. Il parle de « Je vous recommande Chamfort parmi les humoristes français ». C'est drôle de dire ça de Chamfort. Hein, les humoristes français, la quintessence de l'esprit de finesse. Donc là où les gens se sont beaucoup trompés, à mon sens, c'est de dire Céline est vulgaire. Il n'est vulgaire que si on s'arrête sur le mot dit, sur la chose dite, et pas si on le prend dans un ensemble. Il faut toujours le replacer dans un contexte, et même le mot le replacer dans une phrase, et la phrase dans une page, et la page dans un roman. Et là, on a vraiment on peut enfin parler de Céline. Si on s'arrête sur le mot merde, par exemple, qui revient très souvent, ce mot est trivial, très bien, mais si on le prend dans un ensemble, dans Guignol's Band, dans Mort à crédit, je n'ai pas toujours pratiqué la médecine, cette merde. Bon, ben voilà, là c'est tout à fait admis, et ça fait rire. La médecine, quelque chose de sérieux, contraste tout de suite après, cette merde. Donc là, vous avez... Je pense que la scatologie qu'il y a dans Mort à crédit à profusion, c'est pas juste une provocation parce qu'il voulait surmonter, aller au-delà de Proust, et qu'il a donc fait du Proust avec du caca. Donc tu penses que c'est plus profond que ça? Il y a un rappel arabe aussi, peut-être un peu. Oui, ancré en lui cette... Il y a un grand vis-à-vis entre Proust et Céline. Hein. Il en joue beaucoup. Il y a des phrases hilarantes de Céline sur Proust. Oui, dans Bagatelle, mais voilà, bien sûr. Hein, mais bien sûr, il y a une écriture en miroir. Bon. Proust est un écrivain du 19e siècle, alors que Céline est un écrivain du 20e siècle. Grosse différence. Et Proust,
il le tacle très souvent, et je suis gentil avec ce mot. Oui. Dans Bagatelle, c'est Proust. On revient donc au côté anal. Absolument. Voilà. Oui, tout à fait. Le bas du corps est quand même très félicité. Tout à fait. Mais ce qui n'empêche rien de créateur. Oui. Ce qui est très rare. Oui. Il avait ses paradoxes à la fin de vie. Finalement, Proust était quand même un grand écrivain. Quand Céline vous parle, il fait quand même 5 minutes sur le bal de tête du dernier tome de La Recherche de Proust. Alors, il dit qu'il s'est inspiré de George Sand, mais on voit quand même qu'il l'a lu. Il parle très bien de sa grand-mère je crois que c'est du côté des Guermantes, le 3e tome, ou Les jeunes filles en fleurs, je sais plus. On voit qu'il l'a lu, en fait, et qu'il l'a peut-être digéré, et qu'il essaie de faire autre chose, mais il l'apprécie. Ça me paraît une évidence, oui, je crois. Il y a des choses à mourir de rire sur Proust. À mourir de rire. Il se mesure à Proust, sans doute. Vraiment. Ça paraît indubitable. Enfin, quand il est en ligne de mire en permanence. Complètement. C'est pour ça que ces deux révolutions que j'évoquais au tout début de notre émission me paraissent... en tout cas, le parallèle me paraît devoir être mené. Il y a un terme. De qui parle-t-on le plus de nos jours, de Céline ou de Proust ? Je crois qu'il y a évidemment, les deux écoles ne se recoupent pas, sauf chez Solers, parce que Yanné Gomez a eu tout à fait raison de citer, c'est un grand Célinien, c'est un grand Proustien aussi. Donc c'est très rare qu'il y ait un grand musicien. Voilà, lui aussi caché. Voilà, alors c'est un autre sujet, bien entendu. Mais alors, je crois qu'on a bien fait, c'était un très beau moment, me semble-t-il, d'insister sur cette force comique de Céline. L'image que l'on a de lui en étant un lecteur peut-être assez superficiel, mais enfin qui aurait accepté d'aller un peu plus loin dans l'œuvre, au-delà du Voyage au bout de la nuit, c'est, je le disais, un écrivain très sombre, un écrivain très ténébreux, un écrivain très tragique, un écrivain... Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'il y a chez Céline, et expliquer ce caractère sombre, ténébreux de Céline par une volonté de démystification? Est-ce que Céline est un démystificateur? Est-ce que c'est un homme qui se saisit de l'humanité, de la pauvre humanité dans sa grande misère, et qu'il connaît, lui, comme médecin, comme physiologue ou comme physiologiste? Il sait très bien de quoi il en retourne de la misère humaine. Est-ce que c'est une volonté, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Céline est un démystificateur, quelqu'un qui va démythifier et démystifier un certain nombre d'idoles vénérées? On a entendu parler des droits de l'homme tout à l'heure, on peut se reporter à plusieurs. Est-ce que c'est une lecture qui vous paraît juste, et qui peut aller jusqu'à une forme de désespoir, mais qui nous dira, voilà, vous devez admettre, si vous avez un juste regard sur l'homme, vous devez aller jusque-là, ce qui ne m'empêchera pas d'en rire, on l'a bien vu, et vous l'avez tous admirablement souligné. Aymeric Sian-Granger, vous êtes d'accord avec ce type? L'œuvre de Céline est un miroir. Oui. C'est-à-dire que elle reflète ce que nous sommes, tout simplement, ce que l'humanité est. Et Céline, pour moi... C'est un réaliste, alors. Vous diriez, c'est une vision réaliste de l'homme. Pour moi, c'est un maïoticien. C'est un expert en maïotique. C'est-à-dire qu'en lisant Céline, Céline nous interroge. Céline nous permet de... Il nous fait accoucher de nous-mêmes. De nous-mêmes, et voilà, c'est l'impression que j'ai. Voilà, j'ai toujours eu ce sentiment, c'est-à-dire que Céline m'a fait sortir de moi, m'a posé à côté, et j'ai pu observer, j'ai pu découvrir, j'ai pu mettre à bas tous mes complexes, j'ai pu mettre à bas aussi tous les idéaux qu'on m'avait inculqués. C'est l'homme de ma vie, Céline, c'est pas plus compliqué que ça. Oui, je comprends. Il a eu, en vous écoutant, on pourrait presque dire qu'il a joué le rôle vous concernant, que joue par exemple un Nietzsche chez certains... chez François Bousquet, par exemple. Chez des jeunes gens, chez ceux qui découvrent. C'est une forme de déniaisement, en effet, et puis de libérateur. C'est une seconde naissance. C'est une seconde, à ce point-là. Un initiateur, donc quelqu'un qui vous a initié véritablement à l'existence vraie, en quelque sorte. C'est ça. D'accord. L'émission, évidemment, file, ça va beaucoup trop vite et on pourrait y consacrer bien plus de temps. Thomas Desmond, votre roman « Fin, point final », qui est dédié donc à Louis Destouches. Vous, jeune écrivain, jeune romancier, dans cette œuvre en particulier, publiée aux éditions Nouvelle Marge, quelle est la manière dont la lecture de Céline a pu vous influencer, vous marquer? C'est un peu la réception actuelle de Céline. Voilà un lecteur de Céline, et voilà surtout un écrivain, un créateur, aujourd'hui, qui nous dit, voilà, j'ai lu Céline, et je lui dédie un roman. Bon, déjà, je suis moins jeune que Céline quand il a écrit Voyage. Donc je suis un auteur... Vous êtes un jeune romancier, c'est votre... Alors, premier roman, oui, ça c'est sûr. Voilà. Comment dire, pour
comme disait Émeric, il y a une seconde naissance quand on lit Céline. Donc quand on est tracassé par l'écriture depuis longtemps et qu'on lit Le Voyage et qu'on lit après toute l'œuvre célinienne, il y a une grande difficulté à écrire comme on pouvait écrire avant. Donc cette façon d'aller au nerf, comme on l'a expliqué, d'aller au rire, d'aller au drame, ça correspondait exactement à ce que j'ai essayé de faire avec une histoire parentale qui me trottait dans la tête depuis le décès de mes parents. Et quand je lisais Céline, je me disais c'est exactement le ton. Déjà, ça faisait écho au ton que j'entendais dans le commerce de mon père qui tenait un bar. Pas le côté poétique, mais le côté un petit peu argot, le côté avec des formules très rapides. Des formules qui allaient des fois au nerf et qui pouvaient être assassines. Il y avait beaucoup d'échos comme ça. Et quand j'ai commencé à écrire le livre, j'en ai parlé à Émeric il y a très longtemps. Ça m'a pris... entre 2019 et 2008, le décès de mon père, il y a plus d'une dizaine d'années de gestation du projet. Mais il y a vraiment une volonté d'aller directement au nerf en allant plus loin que les phrases qu'on écrit dans un premier jet, qui sont des phrases souvent descriptives, un petit peu égocentriques, simple et ennuyeuse, et d'essayer de rentrer à l'intérieur de soi pour décrire ce que je voulais raconter d'une façon beaucoup plus musicale, émotive, avec des fois des événements terribles que j'ai essayé de rendre burlesques ou drôles. Donc l'outil de Céline qui est de dire je prends un bâton, je le casse pour qu'il paraisse droit une fois planté dans l'eau, je trouve que c'est un outil qui fonctionne toujours. Moi je suis toujours étonné que personne, parce qu'on dit toujours il y a des gens qui plagient, moi j'attends de voir les plagieurs de Céline, même s'il a beaucoup influencé la littérature qui a suivi, mais on est revenu en fait à une littérature académique, on est revenu plus à un style proustien dans l'autofiction aujourd'hui, et il y a très peu de gens qui... Céline disait, j'aurais pas de suiveurs, je ferai pas école, comme sera avec le pointillisme, c'est trop de boulot, personne va s'y essaiera. Moi j'ai entendu ça là dans Céline vous parle, je me suis dit, il faut essayer. Donc essayer de mettre sa peau sur la table, et essayer de reprendre son outil, qui peut encore fonctionner, essayer évidemment de le mettre à sa sauce, pour ne pas être dans le plagiat. Alors c'est difficile quand on est passionné de Céline de ne pas le plagier, mais il faut essayer. Non, vous ne l'avez pas plagié, je crois. Oui, vous avez montré à quel point Céline est toujours un maître. Bien, messieurs, merci beaucoup de vos interventions, particulièrement riches. J'espère que nous vous aurons donné envie de lire, de relire Céline. Je crois que ce qui s'est dit au cours de cette émission est assez inédit. Ce n'est pas une énième émission sur Céline. Nous avons eu des perspectives, des regards, des formulations, je crois assez riches, même d'une grande richesse, et qui sont toutes bien sûr redevables à la richesse célinienne elle-même, au génie de Céline. Encore merci de votre participation et à très bientôt pour une nouvelle émission des idées à l'endroit. Merci à tous. Journal télévisé, reportages, enquêtes, entretiens et débats. Tous les jours, retrouvez les programmes complets de TVL sur tvl.fr ou sur notre chaîne YouTube.